je voulais déjà remercier donc Vincent de Goléjac et Isabelle Serret qui vont intervenir ce soir, qui sont auteurs du livre qui porte le titre que nous avons pris pour leur intervention, Comment faire société malgré les attentats, qui est publié chez RS. Et ce soir, en fait, on vous invite à faire un pas de côté, qui est un peu, c'est une intervention qui est un peu différente de la façon dont on présente habituellement les questions liées à la laïcité et à l'égalité. Euh, On a déjà abordé quelque chose qui y ressemble, c'est la question des séparatismes avec Vincent Morel et Françoise Morvan, mais c'était vu sous l'angle politique. Et ce soir, c'est une démarche citoyenne et une démarche tout autre dont il va s'agir. Alors, c'est une démarche qui vise à préserver ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une société unie et solidaire, mais avec d'autres moyens, en adoptant un autre point de vue. Et ça nous a paru, à la lecture du livre, extrêmement intéressant de le connaître et de savoir que ça existe et que ça donne d'excellents résultats. Alors, c'est une démarche qui vise à lutter contre les violences et les discours de haine pour ne pas céder à ce que les attentats pourraient engendrer, c'est-à-dire la division, la méfiance et l'éclatement du lien social. Alors, nous espérons bien sûr que vous serez intéressé et informé, que vous pourrez poser des questions, mais aussi que les pouvoirs publics s'empareront à terme de cette méthode pour l'ajouter à leur arsenal de lutte contre le terrorisme et surtout aider cette méthode à se généraliser en France, puisque pour l'instant ça se déroule principalement en Belgique, et que ça, on pourra enfin avoir une panoplie d'actions complètes contre les terroristes. Je vais présenter sommairement nos deux intervenants, et puis si j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à le rajouter. Donc Vincent de Goléjac est président du réseau international de sociologie clinique, professeur émérite de l'Université de Paris-Cité, docteur honoris causa des universités de Mons en Belgique et de Rosario en Argentine. Isabelle Serret est intervenante, sociologue clinicienne, formée en victimologie appliquée. Elle accompagne des jeunes et des familles confrontées à la violence. Voilà. Et je vous passe la parole. Je ne sais pas qui prend la parole en premier. Vincent, je crois. Oui, bien, merci Martine, merci pour votre invitation. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Qu'est-ce que c'est que la sociologie clinique? C'est, quand Martine dit un autre point de vue, nous sommes une définition dans une orientation qu'on a développée en France, en Belgique et ailleurs depuis quelques décennies qui s'appelle la sociologie clinique. Donc, c'est de mettre en perspective deux postures, la posture du sociologue qui essaye de comprendre les phénomènes sociaux, les transformations de la société, et d'un côté, mais un peu en surplomb, hein. Durkheim disait considérer les phénomènes sociaux comme des choses, mais les phénomènes sociaux ne sont pas des choses, sont des choses bien particulières, puisque l'analyse qu'on peut en faire réagit immédiatement sur les phénomènes eux-mêmes et clinique, qui est une posture habituellement du côté de la psychologie, de la médecine, vécue comme thérapie. Et donc là, l'idée, c'est d'introduire la démarche clinique dans le champ de la sociologie, c'est-à-dire une sociologie qui part de la façon dont les personnes et les groupes vivent les phénomènes sociaux. Donc on utilise beaucoup la méthodologie des histoires de vie, par exemple, ou du théâtre d'intervention socio-clinique où on fait jouer les situations conflictuelles ou autres sur le mode du théâtre pour mieux les analyser, pour mieux les comprendre. Et donc, on va vous présenter effectivement une histoire qui est décrite dans ce livre, Faire société malgré les attentats. Et en fait, le titre initial, c'était Faire société après les attentats. On l'avait fini au mois d'octobre 2023 et est arrivé le 7 octobre, l'attentat du Hamas en Israël est arrivé le 12 octobre, si je me souviens bien, qui était l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Et donc, on a dû changer notre titre et réécrire un chapitre. Et
l'appeler faire société malgré les attentats, puisque en fait la situation n'a pas beaucoup bougé hein, depuis. Même, nous allons y revenir. Et donc on va vous raconter une histoire en fait. Et Isabelle va commencer par vous raconter l'histoire d'un groupe improbable qui s'appelle Retissons du lien. Et puis on va essayer de dire qu'est-ce que ce groupe nous a apporté pour la compréhension de ce qui nous est arrivé puisque les attentats, en fait, ça a, je dirais, traumatisé, entre guillemets, les personnes qui étaient victimes, les familles de ceux qui ont commis les attentats, mais aussi les intervenants qui sont intervenus en première ligne, hein, tout ce qu'on appelle les victimes collatérales. Et puis ça a en fait traumatisé la société tout entière. Et donc on va évoquer avec vous cette histoire, vous la présenter, et puis dans un deuxième temps, on espère pouvoir entamer une discussion en vous remerciant de cette invitation hein, par rapport à la question de la laïcité aujourd'hui dans nos sociétés et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne, hein, pour développer des actions citoyennes par rapport à cette violence, ces fractures qui nous, qui nous préoccupent tous, j'imagine. Donc, merci pour votre invitation et je laisse la parole à Isabelle. Bonsoir. Donc, je vais un peu vous raconter comment le groupe Retissons du lien s'est constitué. Donc, moins d'un mois après les attentats de Bruxelles, donc le 16 mars 2016, il y a eu une marche qui était appelée Marche contre la terreur, qui était organisée pour rendre hommage aux personnes victimes des attentats, et ce, à l'appel d'un collectif d'organisations citoyennes. Et à cette manifestation se trouvait Sadia Ben Ali, une maman dont le fils est décédé en Syrie et qui s'est engagée vraiment dans la prévention de l'idéologie djihadiste. Et Lisa, qui était présente à l'aéroport de Zaventem avec ses trois enfants et son mari. Et elles avaient décidé de manifester ensemble et elles avaient une grande banderole sur laquelle était écrit Retissons du lien avec un gros cœur. Et j'avais trouvé l'image très belle et symbolique parce qu'elles devaient chacune tenir le bâton qui portait la banderole et marcher dans la même direction, au même pas, pour qu'on puisse voir leur message. Alors, Vincent et moi, on était engagés dans l'idéologie, pardon, dans la prévention de l'idéologie djihadiste depuis 2014. On travaillait avec les familles concernées par l'engagement d'un de leurs enfants dans l'idéologie djihadiste. Et moi, je travaillais aussi avec des jeunes qui s'étaient engagés. À l'époque, il y avait une trentaine de mineurs qui étaient partis en Syrie. Et j'en ai rencontré 11. Alors, je trouvais que c'était quand même un bel échantillon, compte tenu que nombreux sont ceux qui sont décédés sur place. Et mon intérêt pour le phénomène est en partie né du fait que j'ai vécu 4 ans au Proche-Orient, et donc en Palestine, au Liban, Jordanie, Syrie, j'ai fait les 4 pays, et donc j'avais une bonne connaissance géopolitique de la région, et surtout, moi, j'avais cru un peu naïvement, comme dans la foulée des mouvements arabes en Tunisie, qu'il y aurait un changement de pouvoir. Alors, on s'est rendu compte que cette manifestation, finalement, ben, les pouvoirs publics n'en ont rien fait. Alors qu'il y avait des messages qui étaient portés là de rapprochement, et rien n'avait été fait. Aucune institution publique ne s'est appuyée sur ce mouvement citoyen pour essayer de poser une réflexion sur les causes et les conséquences, finalement, de ces engagements, de ces violences extrêmes, de ce qu'est-ce qui nous est arrivé. Et alors, pour tenter de répondre à cette question, on a eu l'idée donc d'inviter des personnes pour essayer de comprendre. Et c'est vrai qu'à cette marche, ben, il y avait des personnes d'horizons divers, d'âge, de genre, de classe sociale, autres, de confessions religieuses très variées et clairement affirmées.
Et c'est ça qui va nous stimuler dans l'idée de recréer ce groupe qui représente finalement la société dans cette recherche qu'on va appeler Retissons du lien, penser ensemble pour agir en commun. Et alors, on a commencé en 2018. Il y avait trois personnes dont un des enfants s'est engagé dans l'idéologie djihadiste, dont certains sont des auteurs d'attentats. Il y avait trois personnes victimes et trois intervenants de première ligne, comme des enseignants qui ont vu leurs jeunes partir ou des éducateurs qui ont eu aussi des jeunes qui sont partis ou des travailleurs sociaux de rue. Et pour nous, c'était important d'inclure les intervenants sociaux parce qu'ils ont été mis à mal avec le départ de ces jeunes dans leurs fonctions et dans leurs idéaux, parce que du jour au lendemain, on leur a demandé de détecter et non plus d'accompagner, et qu'ils ont souvent vécu ces départs comme étant des failles personnelles et non comme étant une faille sociétale. Donc, le groupe s'est vraiment constitué sur une évidence, c'est ça ne va pas, ou autrement dit, plus jamais ça. Ses membres étaient confrontés vraiment à des souffrances physiques, à des souffrances psychiques profondes, durables, intenses, qu'il était difficile de partager, d'exprimer, tout en ayant le sentiment que c'était important de pouvoir le faire, de socialiser, parce que les douleurs des uns et des autres étaient le symptôme de blessures plus profondes qui concernaient l'ensemble de la société. On pourrait dire que ces souffrances sont les conséquences du déchirement du lien social et de fractures profondes au sein des institutions, en fait, de ce qui fait monde commun. Il nous est arrivé quelque chose. Alors avec Vincent, on s'est dit qu'il y avait un lien étroit entre le travail de chacun pour réparer son corps, ses enveloppes psychiques, ses relations interpersonnelles et le travail collectif pour lutter contre le racisme, l'exclusion, les discours de haine. Et on s'est dit que finalement, bah, le besoin de thérapie individuelle ne devrait pas être séparé d'un travail approfondi pour retisser du lien. Parfait. On se fait un petit tour de table pour se présenter, que chacun sache qui est qui. Moi, je m'appelle Fatima. J'avais 3 enfants, j'en ai encore 2. Dont l'aîné est parti il y a 9 ans en Syrie, à l'âge de 18 ans, en 2013. Il est décédé l'année passée, un an, le 4 février, en prison. Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura. C'est la deuxième fois que je viens dans le groupe. Mais donc moi j'étais dans le même métro que Laura, j'étais même dans le même wagon, c'est-à-dire le wagon dans lequel le djihadiste s'est fait exploser. Je m'appelle Salia, moi je suis aussi une maman concernée, une maman affectée par le décès d'un enfant en Syrie. Sabri est parti à l'âge de 18 ans, en 2013, et il a été tué 3 mois et demi après son arrivée en Syrie. Voilà, moi je suis la maman d'une jeune femme qui a été blessée dans les attentats, qui était dans le même métro que Laura et Sandrine. Je pensais ne pas pleurer. J'ai 2 petits-enfants qui sont encore en Syrie. J'ai pas de nouvelles d'eux, ni de leur mère. J'ai rien. J'espère. Et comme a dit Laurent, on survit ici. J'ai eu l'occasion de regarder les images de la STIB et donc j'ai pu revoir tout mon trajet. Et donc à un moment donné, j'ai vu Laura qui était pas très loin de moi. Moi j'étais assise, elle était debout. Ça donne un peu de concret à quelque chose
que j'ai toujours du mal à comprendre. Moi, j'ai eu ce moment, je n'ai jamais parlé à personne, mais j'ai eu ce moment où euh, j'ai cru que j'étais morte et donc j'ai accepté de mourir. J'ai accepté de mourir à ce moment-là. Oh, pardon. Pardon, c'est la première fois. Et voilà, j'étais hyper apaisée avec l'idée de mourir. Je dis au revoir à mes proches. Merci, ça ira. Moi, j'ai pas vu la mort. J'ai pas pensé à ma famille. Et je me suis dit, je suis dans un attentat et maintenant, j'attends de voir ce qui se passe. Je pense que la question qui nous réunit, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé et de ne pas renvoyer la période des départs en Syrie et ce qui en a suivi, les attentats ici en Europe, à des questions individuelles, mais plutôt sociétales. Donc ce n'est pas arrivé à Sandrine parce qu'elle était dans le métro ou à Fatima parce que son fils est parti en Syrie. Ce sont des exemples, mais bien parce que il y a quelque chose qui s'est passé, c'est à nous. En fait, ça nous est arrivé à tous. Et c'est ces questionnements-là qui n'ont pas été élaborés au sein de la société qu'on se pose. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants extérieurs qui viennent d'un groupe qui a été créé, qui s'appelle Rôtissons du Lien. Ce groupe a été créé suite aux attentats perpétrés en France, à Paris et à Bruxelles. Le projet Rôtissons du Lien, c'est de réfléchir ensemble, de travailler ensemble pour arriver à reconstruire sur des ruines. On se rencontre une fois par mois et on travaille des thématiques, donc c'est vraiment un groupe de réflexion, pas de discussion. Et pour le moment, on prépare tout simplement, vous savez qu'il y a les procès en France pour le terrorisme. Bien, le même genre de procès aura lieu en septembre prochain ici, en Belgique. Et nous travaillons en amont pour préparer des propositions à soumettre au gouvernement, aux politiques, mais aussi pour permettre de soutenir, d'accompagner les familles de jeunes partis et les familles directement touchées dans les attentats. On essaye d'essaimer et voilà, comme il y a la France qui est intéressée, il y a le Canada qui est intéressé. Donc voilà, je pense qu'on fait des petits. Et puis, on verra ce que ça donne. Bienvenue toutes et tous. Toutes les larmes des mamans sont les mêmes. Grand entretien ce soir dans Déclic avec Sophie Pierson et Fatima Ezzarouni. L'une a vu sa fille grièvement blessée dans les attentats du 22 mars. L'autre a vu son fils partir, combattre en Syrie. Deux parcours douloureux et un même message aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour la haine. On aimerait que ce livre soit quand même le support. On a tissé un lien entre nous et qu'on voudrait étirer ce fil vers d'autres et que ça puisse nouer d'autres liens à travers celui-là. Moi et Sophie, on ne pouvait pas être amis, mais on a laissé tout derrière et on a écrit un livre avec toute notre douleur. Dans un sens, on est loin et dans l'autre sens, on est tout proche. Et si nous, on peut faire ça, pourquoi l'humanité, les gens ne peuvent pas? Ça, c'est pour moi le message. Je pense que ce groupe symbolise le fait qu'on peut effectivement dépasser ces fractures, dépasser la haine, dépasser le rejet de l'autre, dépasser le traumatisme, et de dire qu'on peut construire quelque chose à partir de ce chaos dans lequel on a été et nos sociétés ont été à un moment donné. Les gens qui constituent ce groupe viennent d'horizons divers, de cultures différentes, de croyances politiques, religieuses et autres, tout à fait parfois opposées,
mais on arrive à échanger ensemble, à communiquer ensemble et surtout à travailler ensemble. C'est pas un groupe de parole, on est beaucoup plus que ça. On essaye de réfléchir à quel sens on veut donner à la société. Voilà. Moi, ça me touche toujours de revoir ces images et de voir le chemin qu'on a parcouru. Bon, je le disais là dans la vidéo, ce n'est pas un groupe de parole, ce n'est pas non plus un groupe thérapeutique. Je pense qu'on est un véritable laboratoire démocratique où on peut se rencontrer, apprendre à faire société ensemble. Sophie, donc, dont la fille a été blessée dans le métro, le dit en disant en fait qu'elle dit on cherche ensemble ce qui peut faire commun. Donc c'est pas simplement un groupe de parole, c'est un groupe de travail et ça demande un effort et c'est fatigant. Elle dit je sais pas si c'est difficile, mais en tout cas ça demande un effort. Et sans doute que l'effort et l'intérêt résident dans la confrontation à des altérités diverses, parfois inconnues, parfois surprenantes. Et ce qui les lie n'est pas du registre de l'amitié, quand bien même au fil des années, ben, il y a de l'intime qui vient se mêler dans le groupe, mais c'est vraiment l'envie de faire société ensemble et de témoigner que être ensemble est bien plus fort que la haine et le rejet. Et cette dimension politique est essentielle. C'est vraiment de constituer un groupe avec des personnes qui n'ont pas la même vision du monde, les mêmes croyances, les mêmes origines, si ce n'est un désir commun d'humanité. Alors, on a vu que l'échange permet de quitter l'isolement, mais ce n'est qu'une étape du processus. Après, on voulait vraiment qu'il y ait une élaboration collective pour déboucher sur des projets. Laura, hein, que vous avez vu qui a été victime de l'attentat, dit le groupe passe par la parole mais va au-delà. Participer à un groupe qui contribue activement à prévenir le terrorisme permet de ne plus subir sa condition de victime. La passivité génère toute une série d'émotions négatives qui ont un fort impact sur l'estime de soi, telles que la honte, la culpabilité, la frustration, la colère. Agir me permet de redevenir actrice, d'avoir un but tourné vers l'avenir. Il est essentiel de donner la possibilité aux victimes de participer activement dans le processus de réparation de la rupture sociale. Alors, au fur et à mesure des 5 années, mais ça, on pourra peut-être y revenir par après, on a décidé d'inviter des membres qui travaillent dans la justice, donc le procureur général, fédéral, pardon, des avocats, les maisons de justice, l'équivalent de VOSPIP, des médiateurs, etc. On a invité des journalistes pour qu'ils fassent attention aux mots qu'ils utilisaient, qu'on arrête de dire famille de djihadistes. Je pense que c'est peut-être le seul crime qui est accolé à une famille entière. On ne dit pas, tiens, la famille du braqueur à la Kalachnikov, non. Donc, vraiment de faire attention au vocabulaire qui était utilisé. On a aussi invité des politiques pour leur dire que toutes les personnes victimes ne pensaient pas de la même façon, n'étaient pas spécialement dans la haine et ne demandaient pas spécialement plus de sécuritaire. Sandrine, que vous avez vue, dit je ne peux pas me reconstruire sur la haine. J'ai besoin pour me réparer de paix, de sérénité, bien davantage que de sécurité. Et on a aussi alors invité des artistes parce qu'on avait envie qu'ils essaiment autrement les messages portés par le groupe. Et je vais juste refaire un petit point sur les personnes victimes et les familles concernées. Donc Sandrine dit qu'à la station Malbec et à l'aéroport, les bombes ont frappé de manière aveugle des hommes et des femmes et des enfants indistinctement.
Nous n'étions pas visés en tant que personnes singulières. Par notre intermédiaire, c'est l'État belge que l'on voulait atteindre. À travers nos morts et nos blessures, nous incarnons l'attaque commise contre la société belge et ses valeurs. Donc on voit que les personnes victimes portent en elles une double blessure. L'une est personnelle, intime, inscrite dans leur corps et dans leur psyché. L'autre est plus symbolique dans la mesure où l'attentat cherche à détruire la société, ses valeurs, ses institutions, ce qui font de lien social. En fait, on pourra encore y revenir là-dessus, mais lorsque les familles concernées, elles, demandent à être considérées aussi comme des personnes victimes, elles affirment leur volonté j'ai pas encore trouvé le mot, de se réinsérer, je n'aime pas ce mot-là, mais dans ce monde commun, en tout cas de sortir de la stigmatisation dont elles sont l'objet et de renouer des liens symboliques qui va favoriser l'être ensemble. Asdine, un papa dont le fils est auteur d'attentats, dit: les gens vous disent, moi à votre place, je ferai profil bas en tant que père d'eux. C'est difficile parce que bon, je ne l'ai pas choisi, ça vient comme ça. Et puis, il y a ce silence. Parce que moi, j'ai envie d'en parler. Et je ne demande pas qu'on m'aide matériellement, mais au moins qu'on comprenne que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Donc, Fatima dit, comment pouvons-nous faire société si nous avons peur les uns des autres? Je trouve que c'est vraiment une question où Amin Malouf le reprend en disant, ben, comment la question n'est pas de savoir si nous allons vivre ensemble, mais comment allons-nous vivre ensemble? Et je pense que la force du groupe, c'est vraiment ça. Je le redis, c'est sa diversité culturelle, sociale, religieuse, politique. Bon, en Belgique, on n'a pas la même politique en matière de religion. Donc chez nous, elles sont affichées. Donc chacun aussi de ses membres a des identités plurielles, un statut, un âge, une profession, des opinions, des croyances. Et on est en désaccord sans doute sur de nombreux points, mais c'est vraiment cette volonté que je vais qualifier radicale de faire société et de protéger ce qu'on a de plus précieux, l'être ensemble qui nous lie. Et face à la volonté donc de fracasser cet être ensemble, ce groupe témoigne de l'échec finalement de ce projet en manifestant une volonté commune de refaire société. Une enseignante du groupe dit ma colère, c'est une enseignante du groupe qui a perdu un compagnon au Bataclan. Elle dit ma colère, elle n'est plus là, sans doute d'avoir pu mettre des mots et d'avoir pu rencontrer des personnes traumatisées par le même phénomène, mais de façon tout à fait différente. Je trouve que ça permet déjà de se sentir moins seul là-dedans et d'avoir l'impression d'en faire quelque chose. Vincent, je te cède la parole. Alors, plusieurs compléments à ce que vient de dire Isabelle. Peut-être comment ce groupe s'est construit. On n'avait pas du tout l'intention de faire ça, hein. Et c'est en fait la démarche clinique. On reçoit des demandes, on reçoit on fait des rencontres et puis quelque chose se passe. Je vous donne quelques flashs. Par exemple, la rencontre de Salia que vous avez vue dans le film, hein, dont le fils est parti à 18 ans en Syrie, et d'Isabelle. Salia, dans un colloque sur la radicalisation, sa détresse par rapport au départ de cet enfant. Et elle dit, nous aussi, on est des victimes. Et dans la salle du colloque, il y a un silence de mort. Personne ne réagit. À cette époque, il faut revoir le contexte, hein. C'était il y a 10 ans. Les gens pouvaient pas entendre ça, de considérer que les familles des jeunes qui s'étaient engagés dans la radicalisation, dont certains sont revenus pour commettre des actes terroristes, puissent dire, nous aussi, on est des victimes. Et donc, Isabelle est dans la salle et elle est touchée par le témoignage de Salia, elle va la voir, hein, et Salia lui dit, on est rongé par la honte et la culpabilité. On fait des groupes de parole. Elle a fait une association sur des mères d'enfants qui s'étaient engagés dans l'idéologie djihadiste. Et elle dit, on est un groupe de parole, mais on tourne en rond.
et on est rongé par la honte et la culpabilité. Et de là, il y a une demande qui est faite. Nous, en sociologie clinique, on fait des groupes d'implication et de recherche où on propose un espace où les gens peuvent travailler sur leur trajectoire sociale, sur leur histoire familiale, sur leur rapport à l'argent, à l'amour. Et il y en a un qui s'appelle en particulier Face à la honte. Et on fait un groupe qu'on a co-anime avec Isabelle, avec une mère, hein, d'enfants qui s'étaient engagés sur sur leur histoire, sur justement comment elles vivent, hein, ce traumatisme que représente un enfant qui a 18 ans, alors qu'elles n'ont rien vu, et rien pu empêcher, part comme ça à 18 ans et va la plupart de ces enfants qui sont partis sont morts, certains sont revenus et ont fait des actes terroristes. Et dans ce groupe, par exemple, il y avait la mère d'un des trois assaillants qui est mort euh, le 13 novembre à Paris, au Stade de France, à l'extérieur du Stade de France. Et mon fils était au Stade de France. Et tout d'un coup, cette histoire, hein, qui paraît loin, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et je sentais, hein, dans cette étrangeté de pouvoir travailler comme sociologue clinicien avec des gens qui viennent dans nos groupes, etc. Et puis de voir là qu'on était euh, comme pris dans une histoire globale qui est à la fois une histoire totalement personnelle, totalement singulière, et en même temps une histoire totalement politique, et totalement euh, qui concerne le moment, l'époque, le contexte dans lequel on vit tous. Une deuxième chose, c'est quand Salia et Lisa manifestent pour porter une banderole Retissons du lien juste après les attentats de Bruxelles. Il y a la RTB qui est là et qui couvre la manifestation et qui les sollicite pour les interviewer. On dit on vous interviewera. Et puis, bon, la manifestation se passe et puis elles viennent voir les journalistes qui les avaient sollicités. Et en fait, l'interview, l'entretien, dit non, la personne qui s'en occupait dit non, non, on ne va pas vous interviewer parce que la société n'est pas prête à vous entendre. La société n'est pas prête à vous entendre. La société n'est pas prête à entendre retissons du lien. Hein. Juste au moment, c'était 3 semaines après les attentats du métro de Malbec et de l'aéroport de Bruxelles. Et cette violence que représente, hein, cette espèce de refus de prendre en compte le fait que les familles des auteurs puissent être aussi des victimes, que les familles des auteurs puissent être impliquées dans vouloir retisser du lien dans une société qui est complètement fracturée. Et puis, une troisième anecdote qui montre les résistances, hein, de la société, la difficulté à faire entendre ces messages, hein, qui sont non pas dans la haine, la colère, la revanche, mais qui sont dans essayer de faire de la prévention pour que ça ne recommence pas. C'est cette idée que Isabelle donc, demande à une institution de l'aide pour pouvoir nous aider à fonctionner dans ce groupe et avoir quelques moyens. Et le fonctionnaire à qui elle s'adresse lui répond, euh, ce groupe ne peut pas exister. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir. Ça. Mais elle lui dit, mais il existe. Non, non, ce groupe ne peut pas exister. C'est-à-dire le fait que, quelque part, ce qu'on était en train de faire, et ça nous a fait beaucoup réfléchir, venait heurter quelque chose de fondamental. Et ça heurte quoi? Ça heurte le, le- l'engrenage qui se met en place par rapport à ces violences extrêmes, par rapport à ce qu'a représenté les attentats à un moment donné dans notre société. Et si on a écrit ce livre, Faire société malgré les attentats, c'est pour trois raisons. La première, c'était comment sortir de l'engrenage de la terreur qu'engendrent les attentats terroristes. Les terroristes veulent fracasser notre société où règne l'état de droit, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire,
la laïcité, vous en savez quelque chose, hein, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit de choisir son orientation sexuelle, la primauté de la raison sur la croyance, etc. Autant de valeurs pour lesquelles nous avons combattu et qui forment le socle de notre contrat social et dont on voit qu'elles sont attaquées tous les jours, hein, dans d'autres régimes et à l'intérieur même de nos sociétés. Et donc les attentats cherchent à enclencher un engrenage de la terreur, comme on a pu l'observer aux USA après les attentats des Twin Towers en 2001, mais aussi le 7 octobre après le massacre perpétré par le Hamas en Israël, hein, et que le seul moyen de se défendre à ce moment-là, et ça a été la réaction en particulier, vous vous souvenez sans doute de Bush, hein, d'opposer à, à l'axe du mal un axe du bien, d'opposer à sa propre destruction la destruction de ceux qui ont commis les attentats et qui les organisent, et à considérer l'autre comme un monstre, un barbare, un mécréant, et à vouloir l'exclure de l'espèce humaine, puisqu'on dit que ces actes sont inhumains, et donc à construire une représentation manichéenne du monde qui oppose l'axe du bien à l'axe du mal, la civilisation à la barbarie. Et ces oppositions permettent de s'affranchir du droit, de mener une guerre totale sans merci, comme si la paix ne pouvait revenir qu'au prix de la destruction définitive de l'autre, jusqu'à justifier ses propres crimes par l'abomination des crimes commis par l'autre. Et ça, on a écrit ça avant, hein, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre en Israël, en Palestine, à Gaza et ailleurs, hein. Et ça a démarré, ça, il y a bien en amont, en particulier. Vous vous souvenez sans doute, hein, de ces discours de George Bush après les Twin Towers, et on est encore dans ce premier ça, qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que effectivement, c'est sidérant. Effectivement, c'est quelque chose qui nous met dans des tensions terribles et qui amène à opposer nous à eux. Et comme Isabelle l'a dit, Retissons du lien, tout d'un coup, hein, proposait une autre formule que cette opposition-là. Le deuxième question, hein, auquel on a voulu répondre, ou en tout cas explorer les réponses. L'engrenage de la terreur repose sur l'idée que la réparation des traumatismes nécessite la destruction de ceux qui ont commis les attentats. Pour autant, cette idée se heurte à une nécessité vitale de paix et de sécurité du côté des victimes. Isabelle en a donné quelques exemples. Pour se restaurer, les victimes ont besoin de se reconstruire, hein, euh, physiquement, psychiquement et socialement. Et donc, elles ont besoin de soins médicaux, de soutien psychologique, d'aide sociale et d'un cadre contenant et sécurisant et apaisant. Vous avez peut-être lu le livre de Philippe Lançon, hein, qui est une des victimes des attentats de Charlie Hebdo, qui a écrit un livre qui est absolument magnifique, qui s'appelle Le Lambeau, dans lequel il écrit: Tout ce qui sortait de moi devait être également pacifié et flotter dans un air pacifié. Et pour retrouver confiance dans une société qui n'a pas su assurer leur production, hein, pour me reconstruire, dit Sandrine, qu'on a évoqué, j'ai besoin que la société s'implique dans la restauration des liens sociaux. Plus jamais ça. Et pour être sûr, moi j'ai besoin de me soigner et de me reconstruire, mais comment je peux me reconstruire sans que la société aussi se reconstruise, puisque ça peut recommencer. Et donc, il faut comprendre ce qui a pu conduire à de telles atrocités. Annabelle, dont le compagnon a été tué au Bataclan, hein, dit: J'ai besoin de comprendre comment un jeune du même âge que mon compagnon a pu lui mettre une balle dans la tête. Ou Asdine, que, euh, qu'évoquait Asdin Animour, que Isabelle évoquait tout à l'heure, hein, qui est le père d'un des trois assaillants du Bataclan, lit un livre de Georges Chaline. Georges Chaline est président d'une association des victimes. Il fait partie de notre groupe aussi, Retissons du lien. Et sa fille Lola, il a écrit un très, très beau livre sur cette question-là, ce moment-là de sa vie. Il les a dévastés. Sa fille Lola a été assassinée au Bataclan. Et dans le livre, Georges écrit: Mais les familles des auteurs aussi sont des victimes. Et Asdin lit ça et il prend contact avec Georges parce que si ce groupe s'est constitué, c'est parce que
d'une certaine façon, il y a une réciprocité des attentes entre d'un côté les victimes des attentats qui disaient, pour me reconstruire, j'ai besoin de comprendre ce qui nous est arrivé, et pour comprendre ce qui nous est arrivé, d'approcher de ceux, des familles qui ont produit ces jeunes qui sont radicalisés, qui sont engagés dans l'idéologie djihadiste et qui, pour certains, ont basculé dans le terrorisme. Et du côté des familles, qui peut nous reconnaître effectivement que nous aussi, on est des victimes? Et c'est ces attentes réciproques qui ont créé quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Nous, avec Isabelle, en fait, on n'a fait qu'accompagner ça. On ne savait pas ce qu'on était en train de faire. En clinique, on dit que le résultat est dans le processus. Il s'est construit, il s'est co-construit quelque chose. Et donc, euh, les attentats sont le signe de déchirure qui existait avant, et c'est la société dans son ensemble qui a été fracturée. Et en fait, l'attentat est quelque chose de paradoxal parce qu'il oppose effectivement nous et eux, c'est-à-dire les victimes des attentats et les auteurs de ces attentats, et c'est une opposition absolument radicale. Et en même temps, c'est le même événement qui produit cette opposition. Et moi, ce qui m'a, comment dire, vraiment ému dans cette démarche, c'est le travail qui s'est fait pour sortir de cette opposition entre nous et eux, et pour l'idée que les attentats, c'est quelque chose qui nous est arrivé, nous, les victimes, les familles des auteurs, les intervenants qui étaient en première ligne, mais aussi les classes dans ces lycées où des jeunes se sont radicalisés, et puis, mais aussi l'ensemble de la société qui a été effectivement traumatisée par ces fractures-là. Et donc, pour se dégager de l'événement traumatique, un double mouvement est nécessaire, l'un du côté de chaque personne singulière pour soigner ses blessures, retrouver le goût de la vie, se dégager de la souffrance corporelle, physique et psychique. Et, et de l'autre côté, pas seulement la personne qui est blessée, mais aussi la personne humaine, de renouer avec l'ouverture à l'altérité, au besoin de partager avec d'autres, de sortir du repli sur soi pour consolider les liens, reconstruire un monde commun menacé par la violence aveugle et la haine. Et donc, il existe une tension du côté des victimes entre le mouvement de colère, de haine, la volonté de vengeance suscitée par l'attentat et le besoin de retrouver la paix et la sécurité. Par ailleurs, si les blessés et les morts sont des victimes auxquelles on pense en premier lieu, les attentats font d'autres victimes, leurs proches, leurs familles, les familles des auteurs et la société tout entière. Et donc, les actions à mener pour réparer les traumatismes et ces différentes victimes sont complémentaires et contradictoires. Et le troisième point, c'est comment transformer la haine, la colère, la violence pour restaurer l'apaisement, la confiance et le goût de l'altérité. Comment résoudre ces tensions entre des exigences nécessaires et parfois opposées. Et là, moi, j'ai appris quelque chose que je trouve tout à fait intéressant d'un point de vue sans doute de psychopathologie, mais pas seulement parce que ça nous intéresse tous. Dans un premier temps, la mémoire traumatique de l'attentat envahit tout. Le trauma est le prisme à travers lequel l'existence personnelle et collective est menacée, suscitant des mécanismes de défense de survie, le repli sur soi pour soigner les blessures physiques et psychiques pour les victimes directes, la mobilisation collective contre le mal, l'ennemi, la monstruosité des violences pour ressouder une communauté fracassée, restaurer le sentiment d'identité collective et recoudre ce qui est déchiré. Albert Camus disait, nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà. Et donc, ce terme de retisser du lien, je pense que quand Lisa et Salia ont fait cette banderole, elles n'avaient pas la référence d'Albert Camus, on l'a trouvé après, mais c'était un court-circuit entre quelque chose qui venait de l'éprouver le plus intime et qui rencontrait une pensée philosophique tout à fait essentielle. Et donc, dans un deuxième temps,
l'événement traumatique qui envahit l'existence doit se réinscrire dans une histoire, dans un avant et un après. C'est ce qu'on appelle restaurer l'historicité de l'événement, se pencher sur les causes qui ont provoqué l'événement pour élaborer des réponses permettant d'espérer qu'il ne se reproduise pas. Et c'est ça que nous a appris ce groupe, c'est qu'au début, c'était ce que vous avez vu dans le teaser, hein, c'était euh, mettre ensemble ce que les uns et les autres avaient vécu et comment ils vivaient, hein, ce moment, ces moments, et comment ils pouvaient essayer, tenter chacun de se restaurer. Et c'est ça, ce passage au collectif, c'est-à-dire le moment où on est passé de la mémoire traumatique, hein, où chacun parlait de la façon dont ça l'avait complètement bouleversé, à la mémoire biographique, c'est-à-dire ce qui est très à la mode aujourd'hui, de reconstruire un récit collectif qui permet de se dégager de la mémoire traumatique, de retrouver du sens face à la folie, des valeurs face à l'atrocité, de la cohérence face au chaos, de l'élaboration réflexive face aux réactions émotionnelles. Et ces deux mémoires peuvent apparaître comme antagonistes au niveau individuel comme au niveau collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez là de ces phrases qui avaient été, pour une part, comment dire, j'ai retrouvé Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, après les attentats, ont eu des phrases à peu près similaires sur le thème comprendre, c'est déjà excuser. C'est-à-dire que le traumatisme était tel qu'il fallait pouvoir canaliser la colère et sur l'opposition du nous et du eux, hein, et être dans la vengeance, dans la revanche, l'élimination du mal. Et comprendre, c'est déjà excuser, c'est-à-dire s'approcher d'une compréhension pour restaurer du lien, c'était vécu comme absolument insupportable. C'est stupide de dire ça, parce que c'est effectif par rapport à ce qui s'est passé. Si on ne cherche pas à comprendre, on n'arrivera jamais à revenir aux causes et à trouver les bonnes réponses du côté de la prévention et non plus seulement du côté de la répression. Et donc l'élaboration, hein, de développer l'élaboration réflexive face aux réactions émotionnelles, c'est ça le sous-titre de Retissons du lien que citait Isabelle tout à l'heure, penser ensemble pour agir en commun. Et donc de dépasser l'antagonisme entre ces deux mémoires au niveau individuel comme au niveau collectif. Et dans un premier temps, si la sidération, le repli sur soi, la colère et le rejet de l'autre dominent, le retour à l'historicité conduit à inscrire le trauma comme un événement dans un continuum, avec un avant qui interroge sur la genèse de l'événement traumatique et un après qui interroge sur ce qu'il convient de faire pour éviter la répétition. Et c'est ça qui animait, hein, ce groupe, c'est plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et c'est là où on passe un de ces trois moments. Il y a eu un moment, je dirais, quasi thérapeutique de paroles communes dans une enveloppe groupale. Vous avez vu les images, hein, où on a besoin de retrouver de la sécurité, de la confiance. Un deuxième temps d'élaboration collective. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et vous avez vu, par exemple, Sophie et Fatima, qui sont allés dans des écoles pour témoigner, hein, de ce qui leur est arrivé. Et ce qui était très intéressant, puisque en France, hein, on est à l'anniversaire de Samuel Paty, Dominique Bernard, et on voit que les écoles sont toujours très, très démunies. Quelle réponse à apporter à ça? Je peux vous dire que quand Salia et Sandrine, quand Sophie et Fatima, simplement le fait qu'elles arrivent ensemble dans une école, ou ce que fait Isabelle, qu'elle a, hein, d'arriver ensemble et de porter témoignage, hein, avec quelqu'un a été victime de la tata et quelqu'un qui est des familles, hein, de jeunes qui sont radicalisés, le silence se fait, l'écoute s'ouvre et qu'il n'y a pas besoin de donner des leçons d'histoire. Il y a simplement besoin d'écouter, hein, la nécessité de comprendre ce qui nous est arrivé et d'en tirer les conséquences. À toi, Isabelle. Oui, et puis, Et on peut passer aux il va questions. falloir conclure, puisqu'on Oui. arrive, oui. Voilà, moi je voudrais juste signaler que nous allons en prison depuis plus d'un an et demi, donc aussi travailler avec des personnes qualifiées de terroristes et que c'est très instructif
Bon, on pourra en parler longuement, mais je n'en ai rencontré aucun qui voulait détruire nos institutions ni notre manière de vivre. Et donc ça pose aussi question sur le discours qui est véhiculé à leurs propos. Voilà ce qu'on voulait. Vous avez bien compris que cette histoire nous habite. Ça fait quand même maintenant plus de 10 ans Ouais. que on travaille avec ce groupe et ce groupe ne veut pas se séparer. Ce groupe veut continuer. Ce groupe a eu des tas d'autres effets qu'on raconte dans le livre. On y reviendra si vous voulez par rapport à vos questions. Mais on a hâte d'entendre vos réactions par rapport à ce groupe qui ne peut pas exister. Ah, j'ai une question dans le chat. Est-ce que je la prends ou bien on en prend Ah, bah plus? attendez, je vais la voir. Euh, c'est laquelle qui... Si bah, qu'est-ce qu'ils disent alors si ce n'est pas leur intention de déstabiliser nos sociétés? Ah, je n'ai pas vu le... D'accord. C'est la C'est dernière. Alors, effectivement, il y a cette question. Moi, j'aurais voulu aussi avoir... C'est une question connexe, c'est pour ça que je vous la pose. C'est que dans votre groupe, dans le groupe de reconstruction, plus finalement, plus que de paroles, les grands absents, c'est évidemment les terroristes eux-mêmes. Donc, comment peut-on être sûr que le travail uniquement avec des victimes, que ce soit les victimes directes ou les victimes collatérales, peut empêcher, il ne peut pas suffire à empêcher le fait qu'il y ait à nouveau des attentats. Alors, comme je le disais, on va en prison, donc eux ne peuvent pas sortir, donc c'est nous qui devons aller vers eux. Mais donc on est 6 du collectif à se rendre mensuellement depuis plus de 2 ans en prison à leur rencontre. Alors, il y a pour le moment des personnes qui ont été incarcérées qui sortent et celles-ci intègrent peu à peu le groupe aussi. Mais c'est compliqué parce qu'elles ont des interdictions de voir un tel ou un tel, donc c'est compliqué de savoir comment les mettre ensemble. Maintenant, je voudrais faire une nuance entre le terrorisme, ceux qui ont commandité ceux qui ont, oui, commandité les attentats ici en Belgique. Donc moi, c'est ceux que je rencontre ne sont pas dans la haine de nos institutions, ni du tout dans l'envie d'avoir euh, bousculé nos gouvernements. Quand on les écoute, euh, ils, euh, ils, euh, ils réagissent à ce qui a été fait en Syrie en disant, voilà, vous venez tuer des femmes et des enfants là-bas, on vient faire la même chose ici. Donc ils sont plus dans une logique de crime de guerre que dans une logique de terrorisme. Moi, je n'en ai rencontré aucun et j'en ai rencontré beaucoup et de ceux qui ont participé aux attentats de Bruxelles et de Paris et aucun n'est contre la démocratie. D'ailleurs, ils ont joué le jeu démocratique, ils sont venus au procès, ils ont participé, ils ont répondu aux enquêtes, ils se sont exprimés devant les parties civiles. Ils auraient très bien pu dire, je reste dans ma cellule et je ne bronche pas. Ils ont joué le jeu démocratique jusqu'au bout. Je voudrais dire quelque chose quand même en complément, euh, effectivement, de la question de Martine, hein. Nous, on accueille dans ce groupe des gens qui sont dans un processus de retisser du lien. Ça a commencé par les familles qui étaient dévastées par les engagements dans l'idéologie djihadiste d'un certain nombre de leurs enfants. La plupart de ces enfants sont morts. Pas tous, mais la plupart sont morts. D'ailleurs, dans les procès, hein, c'était une des questions parce qu'ils étaient là aussi, hein. La plupart d'entre eux étaient décédés. Par contre, vous savez sans doute que il y a un certain nombre de mères d'enfants de ceux qui sont engagés dans le djihad et qui sont encore en rétention dans les camps du Kurdistan, hein, et que le problème de les rapatrier se pose. Donc la question par rapport à ça, là où on est effectivement, c'est qu'est-ce que nous avons à faire, et c'est ça l'expérience de retisson du lien,
pour que ces jeunes hein, qui se sont engagés, ou ceux qui seraient euh, tentés par ce type d'engagement et de radicalisation puissent suivre une autre voie. C'est ça la prévention. C'est-à-dire, nous, tout notre travail hein, de retisson du lien, c'est de créer les conditions pour que justement ça ne se répète pas et que cet basculement dans la radicalisation qu'a mené un certain nombre de ces jeunes hein, dans des actions terroristes ne se reproduise pas. Donc, nous, c'est pas fait pour les terroristes, c'est fait pour ceux qui veulent, hein, qui souhaitent éviter d'aller de ce côté-là, ou ceux qui ont été à un moment donné tentés pour y aller, puissent trouver une autre voie qui soit plus satisfaisante pour eux, pour leurs proches. Et leurs proches, c'est pas seulement leurs parents et leurs familles, leurs frères et sœurs, c'est aussi les enfants qu'ils ont pu procréer à un moment donné. Dans notre groupe, il y avait Lydie. Lydie, c'est la première femme, une grand-mère, hein, dont la fille a fait 3 enfants avec un djihadiste allemand et lui a été incarcéré en Allemagne. Sa fille est morte là-bas. Et elle a, après un combat qui a été soutenu par les associations d'ailleurs de victimes, etc., elle a récupéré ses 3 petits-enfants et maintenant, qui d'abord sont passés par l'ASE, puis après, elle a pu obtenir l'autorité parentale sur ses enfants. C'est-à-dire de voir que ces familles hein, dont des enfants sont partis pour se radicaliser et pour certains commettre des actes terroristes, hein, ne sont pas, comme elles sont au départ toujours, soupçonnées de complicité et d'avoir aidé ou soutenu ou en tout cas fermé les yeux. Eh ben, la prévention, c'est faire ce travail-là justement pour ouvrir des espaces qui permettent d'éviter hein, que ces jeunes répètent à l'envi hein, cet engrenage de la terreur pour pouvoir trouver une autre voie.